Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre webinaire traditionnel du jeudi dans Data Grand Est, faire de la donnée l'innovation de demain. Donc, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est diffusion des bases statistiques, nouvelles interfaces et nouveaux formats. Alors, nous avons traditionnellement des webinaires le premier jeudi du mois, de 11h à midi, évidemment dans un sujet en lien avec les données, et avec la participation des acteurs locaux autant que possible. Donc, le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est sur les nouveautés en matière de données, de bases de statistiques, à la fois sur les interfaces et à la fois sur les nouveaux formats. Je vais déjà vous donner la liste des prochains webinaires du jeudi. Donc, nous, on les organise progressivement, donc évidemment sous réserve de disponibilité des intervenants. Donc, on aura le 18 avril IA et data dans des territoires, de quoi parle-t-on? Le 6 juin, les observatoires de la forêt, un paysage foisonnant. Et le 4 juillet, où en est-on de la future plateforme Data Grand Est? Quel lien avec la géoplateforme de l'hygiène? Mais aujourd'hui, on va parler des données statistiques. Alors, avant de commencer, quelques conseils, quelques recommandations. Nous vous invitons à privilégier le navigateur Chrome. Nous aurons aujourd'hui 2 présentations et suite à ces présentations, vous pourrez poser vos questions. Alors, vos questions, vous pouvez les poser n'importe quand pendant les présentations. Elles sont répondues après les présentations. On vous demande d'utiliser l'onglet questions. Il y a 2 onglets. Un onglet de chat, là, c'est plus pour les échanges. Et l'onglet questions, c'est justement pour poser les questions. Et le webinaire sera publié sur le site de Data Grand Est. Et sur la chaîne Data Grand Est, vous y retrouverez les supports de présentation et la vidéo du webinaire. Alors, aujourd'hui, on va parler des nouveautés en matière de diffusion de données statistiques. Avant tout, le webinaire s'inscrit dans un travail qui a été fait depuis un moment sur l'accès aux données statistiques et je vais rappeler les événements que nous avons déjà organisés en lien avec les données statistiques. Alors, tout d'abord, en mai 2002, nous avions organisé une journée thématique sur les données socio-économiques à l'appui du politique public. Suite à cette journée thématique, nous avons mis en place un groupe de travail qui s'appelle « Accède facilement aux données socio-économiques ». Donc, nous avons fait une réunion de ce groupe de travail et nous allons prochainement poursuivre avec d'autres réunions. Ce groupe de travail, donc, qui était animé par Antoine Richard côté région. On le salue pour le travail qu'il a fait, puisque je crois qu'il écoute ce webinaire. Et Antoine Richard donc, a été remplacé par Jean-Pierre Rodriguez. Et donc, c'est Jean-Pierre et moi-même donc, qui animons ce groupe de travail avec l'appui de Éric Mauvière, qui spécialiste en données et en data visualisation, nous permet d'apporter une expertise qui est bien utile. Dans le cadre de ce groupe de travail d'accès aux données socio-économiques, un portail a été fait, portail d'accès aux données socio-économiques, dans lequel un certain nombre de sites ont été recensés, donc avec une description du site et un accès aux éléments au site Internet qui permettent de diffuser les données. Ensuite, dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons fait également un questionnaire auprès de nos partenaires, justement, sur l'utilisation des données socio-économiques. Et puis, nous avons déjà réalisé un webinaire en 2022 dont le sujet était les portails de données socio-économiques, avec comme sujet le portail statistique local de l'INSEE. Donc là, on s'inscrit bien dans la continuité. Et la gamme de services de l'Observatoire des territoires présenté par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Aujourd'hui, nous aurons une présentation donc tout d'abord de Nicolas Sagne, qui est directeur du projet Mélodie à l'INSEE. Le projet Mélodie, donc la nouvelle offre Open Data de l'INSEE. Puis une présentation d'Éric Mauvière de DICEM 7, qui nous présentera la manipulation des bases parquet en toute simplicité. Alors, dans notre questionnaire, nous avions
La question, quelles sources sont les plus fréquemment utilisées? Alors, sans surprise, c'est l'INSEE qui est le plus utilisé en matière d'accès aux données socio-économiques par les partenaires de Data Grand 7, hein, largement devant les autres sources de données. Et donc, on est très content qu'il y ait un nouveau portail d'accès à ces données de l'INSEE. Donc, Nicolas Sagne va nous présenter ce nouveau portail. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, donc je vais vous présenter donc le nouveau catalogue de données sur INSEE.fr. Alors avant cela, je vais juste vous parler très rapidement du projet Mélodie. Donc je vais partager mon écran et j'ai une diapo de prévue là-dessus. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Parfait, très bien. Oui, voilà. Donc du coup, donc le projet Mélodie, c'est un projet de transformation digitale à l'INSEE qui consiste à revoir un peu, à moderniser toute la diffusion des données statistiques. Donc ça concerne toutes les données de l'INSEE, sauf peut-être les données administratives comme le répertoire Sirène. Et c'est un projet qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est de revoir en profondeur l'aspect, la partie métadonnées des données, donc la documentation des données, en réorganisant toute l'offre de données statistiques de l'INSEE par source et par jeu de données, ce qu'on appelle aussi des datasets en anglais, avec à chaque fois des dictionnaires de codes et de variables qui sont bien décrites dans un standard international, donc en l'occurrence le modèle d'information du SDMX, et surtout de faire un effort sur le nommage des variables et des modalités, de manière à ce que d'une source à l'autre, quand on utilise la même variable ou les mêmes modalités, on ait la même codification. On n'est plus comme aujourd'hui une logique où chaque producteur propose ses propres noms de variables et de modalités pour chaque source. Voilà. Et du coup, ce qui permet de pouvoir comparer plus facilement les données entre les sources. Donc ça, c'est un premier grand point, c'est la qualité. Un deuxième, c'est le service. On essaye donc d'avoir un point d'accès centralisé aux données. Voilà. Je cherche une donnée de l'INSEE, je vais dans le catalogue de données et que ce catalogue propose différents modes de consommation parce qu'il y a énormément de différents types d'utilisateurs et donc on est sur des qui proposent à la fois de télécharger tout le fichier du jeu de données par exemple, si on veut faire des analyses derrière, ou quelques extraits au format Excel, qui est la diffusion un peu classique à l'INSEE, c'est le fichier Excel, et un explorateur de données qui permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de faire ses propres extractions. Et bien évidemment, en plus de cela, une API qui permet d'interroger ces jeux de données. Voilà. Donc, c'est un projet dont l'ambition est que l'ensemble des données statistiques de l'INSEE passe par le catalogue à horizon de fin 2026. Voilà. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc la version bêta du catalogue de données contient déjà un gros échantillon des données qui sont diffusées par l'INSEE. Du coup, je vais donc basculer de la présentation jusqu'au navigateur. Donc voilà, donc est-ce que vous voyez bien le site INSEE.fr à l'écran? Oui, je pense que c'est Ouais, très bien. Très oui, bien. voilà. Ouais, tout à fait. Bon, alors du coup, le site, le catalogue, il est référencé dans Google. Vous pouvez taper catalogue de données INSEE, et Google vous le sort, ou Quant. Mais du coup, si vous allez sur la page d'accueil de INSEE.fr, vous l'avez dans le bandeau. Découvrez le nouveau catalogue de données en version bêta. Donc vous cliquez, vous arrivez sur une page de présentation. Une page qui est importante parce qu'elle dit bien que c'est une version bêta, que voilà, l'idée c'est de recueillir les retours des utilisateurs et ça c'est extrêmement important pour nous et j'y reviendrai, et aussi que
ce ne sont pas forcément les données officielles de l'INSEE. C'est-à-dire que normalement, les données, elles sont similaires à ce qu'on diffuse par ailleurs, mais si jamais il y avait un écart parce qu'on s'est trompé, c'est l'utilisation officielle des données de l'INSEE, c'est le reste du site. Hein. Là, on est encore dans une version bêta du catalogue. Voilà. Et puis, il y a une adresse mail, et puis il y a aussi un formulaire si vous ne voulez pas donner votre mail pour répondre, faire des retours. Voilà. Donc, si on clique sur catalogue de données, on arrive sur le service en tant que tel. Donc, bon, la facture du site, c'est comme un peu ce qu'on peut retrouver sur des catalogues de datasets en open data, type data.gouv ou data.economy.gouv, enfin, d'une manière générale, ou des sites de e-commerce. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un moteur de recherche et puis des facettes qui permettent de filtrer en fait dans les différents jeux de données. Donc, du coup, on a pas mal de facettes en fait. On a des facettes que vous connaissez déjà sur INSEE.fr comme le thème. Donc là, on a repris vraiment les thèmes qui existent, hein, l'arborescence des thèmes qui existent sur INSEE.fr. Et on commence à avoir des nouvelles facettes qui sont par exemple le niveau géographique. Donc dans le catalogue, il y a quelque chose de particulièrement utile quand on fait de la donnée locale, hein, à un niveau fin géographiquement, c'est qu'on peut directement se dire, allez voir quels sont les jeux de données où, par exemple, je vais avoir des informations au niveau de la commune. Et comme ça, on a tous les niveaux géographiques. Donc ça, c'est particulièrement intéressant si on s'intéresse au niveau géographique. Et ensuite, on peut aussi filtrer par ce qu'on appelle des axes d'analyse. Donc les axes d'analyse, en fait, ça va être les variables. Donc normalement, si je tape âge, je dois retrouver, alors là du coup, pardon, je vais mettre un petit accent, voilà, je vais retrouver la variable âge. Et là, je vais pouvoir filtrer sur tous les jeux de données qui contiennent cette variable-là. Alors, on ne peut pas après filtrer par modalité, mais on a déjà, voilà, si je peux trouver par exemple tous les jeux de données où j'ai des notions de diplôme. Et on peut descendre encore plus bas, mais ça, c'est un petit peu plus expérimental, c'est carrément descendre au niveau des indicateurs eux-mêmes, c'est-à-dire l'axe d'analyse, c'est les grandes dimensions, voilà, l'âge, le genre, la catégorie socio-professionnelle, là, le secteur d'activité. Et après, l'indicateur, c'est vraiment ce que je mesure, la population, le salaire, des quartiles de revenus, etc. Donc, en fait, le fait que ce dont je parlais tout à l'heure, l'objectif de qualité, le fait qu'on ait fait ce travail de bien décrire les métadonnées des jeux de données, fait qu'on est capable après, et qu'on les a harmonisés, fait qu'on est capable de faire cette recherche dans le catalogue, en fait. Voilà, c'est vraiment un bénéfice de ce travail de description des métadonnées. Et après, on a les sources. Alors là, les sources, c'est pour le public qui connaît plutôt bien les notions de sources à l'INSEE, qui sait, je vais les donner du recensement, ou je vais les donner de l'enquête en plan continu, par exemple. Du coup, il peut faire une recherche là. Il ou elle, et du coup le millésime après c'est le millésime des données. Voilà. Et le type de jeu de données, c'est est-ce que j'ai des données agrégées ou des données individuelles. Pour l'instant, on n'a pas encore de données individuelles, mais sur INSEE.fr, il y a des fichiers détails, et à terme, ces fichiers détails seront aussi dans le catalogue. Alors, maintenant, on va dire, on s'intéresse à des jeux de données au niveau de la commune. Donc, on va filtrer sur commune, et là, on voit que on en a quand même quelques-uns, hein. On en a 8 dans ces premiers datasets qu'on a mis dans le catalogue. Donc, il y a la partie les équipements, donc la base permanente des équipements, hein, qui nous permet d'avoir les différents types d'équipements par commune. On a des choses qui viennent du recensement de la population, comme le déplacement domicile-travail, les caractéristiques de l'emploi, la famille, des choses de l'état civil sur les communes, enfin les décès et les naissances. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses. Voilà, donc après, on peut s'intéresser à des thèmes, on va regarder tourisme. Tiens, on va regarder ce qu'il y a sur tourisme. Et on va voir les fréquentations touristiques. Donc, je vais partir de cet exemple-là. Donc, je vois que j'ai des fréquentations touristiques, je vois que j'ai la dernière mise à jour du jeu de données. J'ai la période temporelle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir, si vous faites des études sur longue période, la période couverte. Un petit abstract qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, j'arrive sur la page de description donc, de mon jeu de données. Donc, ça s'organise en 3 onglets. Hein. En gros, la description générale, la métadonnée et la donnée. Donc, la description générale, ça reprend un résumé. Ça me donne la source, le thème du INSEE.fr. Et puis aussi, il y a des thèmes internationaux qu'on appelle les domaines statistiques de l'ONU. Donc, on les remet là. Ça, c'est plus pour les utilisateurs internationaux qui veulent comparer d'un pays à l'autre. Et voilà, et on a le nombre de lignes du fichier.
et le nombre de variables. Donc, ça nous donne aussi une information sur la taille. Ce qui est assez sympa, c'est que sur la source, si on clique dessus, on arrive directement à la présentation de la source dans INSEE.fr. Donc ça, voilà, ça permet de faire gagner du temps, surtout si on ne connaît pas très bien la source ou si on veut retrouver une information dessus. Voilà, donc la structure, ça vous présente le dictionnaire de variables et ses codes. Hein, donc voilà, donc ça va être activity, les codes. Alors là, on va avoir des hôtels, on va avoir des campings, etc. Et quand on passe la souris dessus, ça met une définition. Parce que des fois, activité économique, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, alors des fois, la définition, elle est complexe aussi, mais au moins, ça a le mérite de donner, de dire un peu ce que c'est le concept derrière. Voilà. Et après, on arrive sur la partie données. Donc la partie données, en fait, elle va s'organiser autour de 3 modes de consommation. Le premier, c'est l'explorateur de données. Donc là, c'est un peu le mode libre service. Je vais me promener un peu dans la donnée pour voir ce qu'il y a et puis là, je fais mes propres filtres et je repars avec le fichier que je veux. Le deuxième, c'est je vais télécharger l'ensemble des données du dataset dans un format, ça va me sortir, si je clique dessus, ça va me sortir un fichier zip avec les données en CSV et un petit fichier de métadonnées aussi en CSV, donc des choses qu'on peut très facilement après derrière lire dans R ou dans Python. Et ça, c'est une offre qu'on va enrichir aussi pour les gros fichiers avec des fichiers en parquet. Et là, je fais un peu le lien avec la présentation d'Eric qui va suivre, qui permet de faire des requêtes directement dans le fichier et c'est assez puissant, assez rapide. Et du coup, voilà. Et un troisième mode de consommation qu'on ne voit pas ici parce qu'il n'y en a pas sur ce jeu de données, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est les fichiers Excel. Donc là, c'est des extraits qu'on fait de datasets. On considère que voilà, c'est les données un petit peu emblématiques et c'est prêt à la consultation. Donc, si je clique sur Explorateur, donc allons voir un petit peu, allons nous promener dans le jeu de données. Voilà, donc j'arrive sur une page comme ça. Donc bon, alors il y a plein de boutons partout, hein, donc il faut faire deux trois jeux de données un peu pour voir, commencer à être un peu familier avec le sujet. Mais globalement, voilà, on peut afficher soit des libellés, alors ça, on a soit des codes, soit des codes et des libellés. Donc par défaut, on met des libellés parce que les codes, bon, c'est pas forcément compréhensible. On a des informations sur le nombre d'observations, voilà, donc ça c'est important. La règle du pouce, en gros, c'est qu'au-dessus de 1 million d'observations, c'est-à-dire 1 million de lignes dans le fichier, c'est un gros jeu de données. Voilà. En dessous, ça va. Les plus gros jeux de données qu'on n'a pas encore dans le catalogue font 10 millions de lignes. Hein. Donc c'est voilà, pour donner un peu le spectre de taille. Et du coup, après, on arrive sur un système d'autofiltre comme on aurait dans Excel ou dans Calc. Et là, on peut choisir, voilà, donc on va regarder le département de la Dordogne, par exemple, voilà. Et donc ça fait un filtre. Et ensuite, on peut regarder les différentes mesures. Donc, on va regarder le nombre de nuitées hein, dans les hôtels, par exemple. Et du coup, au fur et à mesure, on filtre. On peut mettre passer en mode plein écran. Surtout comme un dataset comme ça où il y a pas mal de dimensions. Donc après, il faut faire ses filtres. Il y a une option qui permet de mettre tout à total, donc qui fait quand même potentiellement gagner du temps. Après, on va choisir sa période. On va regarder, par exemple, cet été, voilà, en août 2023. Donc ça nous donne une idée des nuitées. Alors après, je peux regarder, voilà, j'avais 161 nuitées. Et je vois que par rapport au pays de résidence du touriste, j'ai majoritairement des touristes français en Dordogne. Alors que si je prends par exemple, si je rajoutais la région Île-de-France, on va essayer de le faire. On va prendre voilà, région Île-de-France. On va trier. Hop. Si je prends Île-de-France, alors il m'en a sorti plein. Du coup, il faut que je mette bien hôtel. Voilà. Et du coup, alors la valeur, elle se cache au loin là. Bon, alors du coup, ça c'est pas très bien. Donc je vais la déplacer. Hop. J'ai un bouton ici qui me permet d'afficher les colonnes et puis je vais la remonter un peu. Je peux la mettre un peu au jeu. Donc je vais la remonter là juste après la géographie.
Voilà, et donc là, la valeur, elle apparaît désormais ici. Et donc, ce que je peux voir, par exemple, c'est que pour la région Île-de-France, sur le nombre de nuitées totales de 5980, là, les touristes non résidents représentent une grosse majorité en Île-de-France, là où en Dordogne, on avait plutôt du tourisme français. Bon, voilà, on peut faire des petites analyses comme ça assez rapidement. Et puis surtout, je peux partir à faire mon export si j'ai besoin. Et là, du coup, ça m'exporte un CSV qui correspond au code de l'extrait que j'ai fait. Voilà. Donc, voilà. Et alors après, ce qui va être intéressant, ce que vous ne voyez pas, enfin, ce qu'on ne peut pas faire là, parce que l'API, on a une API qui n'est pas encore complètement ouverte, mais dans la version qu'on aura au printemps, il y aura une URL en dessous du tableau qui correspondra à vos filtres. Et vous pourrez en fait la copier, la garder, et à chaque fois que vous reviendrez pour interroger refaire le même filtre, vous pourrez utiliser cette URL-là en fait. Vous pourrez d'ailleurs directement utiliser cette URL pour requêter l'API et obtenir les résultats qui vous intéressent dans le jeu de données. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple donc de fichier Excel. Hein. Donc, on va aller dans l'enquête emploi au niveau national, qui est une des très grandes enquêtes de l'INSEE. Donc, où est-ce qu'elle se cache? On va dire ça, on va prendre voilà, celle-là, série longue. Et là, si je vais dans données, vous allez voir qu'en fait, cette fois-ci, j'ai aussi téléchargé simplement les principaux extraits et avec un certain nombre de fichiers Excel qui ont été préparés à partir du jeu de données, qui correspondent, pour ceux qui connaissent bien le site de l'INSEE, à la gamme des INSEE résultats aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour les principales fonctionnalités du catalogue. Et je vais vous en montrer encore une parce que celle-là, elle est bien cachée, parce qu'on n'en a pas encore fait beaucoup. Mais on va aller dans les entreprises. On va aller voir le résultat sur les entreprises en 2021. Un des problèmes de l'explorateur, c'est que quand vous arrivez, vous avez en gros une espèce de preview de tout le dataset et vous ne savez pas forcément ce qui est important, quoi. Moi, j'arrive, je vois, ça, c'est les résultats des entreprises. Je vois autre charge d'exploitation, total d'actifs bruts, etc. Bon, ça, c'est bien gentil, mais bon, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait que je regarde en premier, quoi. Et du coup, on a créé la notion de raccourci qui permet de dire, voilà, par exemple, ce qui va être important, c'est une ventilation du chiffre d'affaires des entreprises au niveau A10 de la NAF. Et si je clique là-dessus, ça me donne directement l'extrait dans le tableau qui correspond à ça. Et donc, on voit qu'on peut comme ça créer, alors on appelle ça des raccourcis ou on pourrait appeler ça des séries emblématiques qui guident un petit peu l'utilisateur dans les extraits un peu de l'explorateur qui sont intéressants à regarder en priorité. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, donc voilà pour la présentation de l'outil. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je le fais assez rapidement. Je voulais juste prendre 2 minutes pour vous dire que ça, c'est la V0 et qu'on est en train de travailler sur la V1 et je vais vous montrer la V1. Donc là, je passe le catalogue, mais le catalogue en environnement hors production, donc celui que vous voyez pas. Et donc, on a pas mal de nouvelles choses, dont notamment, par exemple, on a des mots-clés. On va avoir des mots-clés. Donc, les jeux de données vont être tagués par mots-clés. Comme par exemple là, le jeu de données chiffre d'affaires, on a mis, bon, c'est symbolique pour l'instant, mais entreprise, secteur d'activité. On pourra faire une recherche par mots-clés. Donc ça, c'est des choses qu'on va déployer pour la prochaine version. L'export CSV de l'explorateur, il a plein d'options, de nouvelles options. Les colonnes de l'explorateur, elles changent de couleur en fonction de ce que vous choisissez ou pas. Donc il y a plein de nouvelles choses et on est en train de faire une expérimentation. Alors ça, je vous le montre, mais c'est même pas sûr qu'on le sortira, pour faire une arborescence. Alors avec directement des séries. Donc je vais dans le thème, je déplie les thèmes et en fait j'accède directement à des séries emblématiques, comme par exemple je veux le produit intérieur brut, je ne vais pas m'embêter à chercher dans quel dataset il est, etc. Et donc j'arrive là et là je peux aller soit vers l'explorateur, soit faire l'export CSV, soit accéder au dictionnaire de variables ou alors à la description de la série. Donc, si par exemple je regarde l'excellente brute d'exploitation que je fais l'export,
ça m'emmène vers l'explorateur. Et là, du coup, vous voyez déjà l'export, il est déjà beaucoup plus perfectionné que ce qu'on a aujourd'hui en ligne. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en ligne prochainement. On peut choisir le format, on peut choisir les séparateurs, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de nouvelles options comme ça. Voilà. Et du coup, dans l'explorateur aussi, on a quand les colonnes elles sont filtrées à une seule modalité, elles deviennent grises. Enfin voilà, il y a plein de nouvelles choses comme ça. Voilà, du coup, j'en ai, je pense, j'en ai terminé avec la présentation. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Sagne. Donc, on va aller aux questions. Donc, vous pouvez tous continuer à poser les questions dans l'onglet questions. Et donc, je laisse la parole à Jean-Pierre. Oui, ça marche. Je commence avec les questions que j'ai pu regrouper. Alors, la première question, c'était: est-il disponible une liste des mots-clés pour faciliter la recherche des lots de données? Par exemple, tout à l'heure, vous avez tapé sur l'onglet pour chercher H. Par contre, vous avez dû écrire correctement H avec l'accent, on va dire. Donc, il n'y a pas une liste de mots-clés prédéfinie pour faciliter la recherche, ou est-ce que c'est le cas ou pas? Après, on peut perfectionner un peu. Là, on peut faire un algorithme d'expression régulière un peu plus avancé que ce qu'on a là. Parce qu'effectivement, H, normalement, je devrais pouvoir taper H sans le chapeau et ça me sort H. Mais ça, on peut y travailler. Par contre, non, on n'a pas de liste prédéfinie. C'est-à-dire, il y a une liste et puis après, quand on tape H, ça va afficher ce que ça peut sortir. Mais il n'y a pas de... On n'a pas par ailleurs, on n'a pas un fichier quelque part avec la liste de tous les mots-clés. Ok, parfait. On a une deuxième question, sinon, et se demande s'il n'y a pas un filtre sur la période temporelle. Alors, il y a un filtre sur le millésime, donc ça revient un petit peu à ça, c'est-à-dire l'année de référence des données. Donc, c'est l'année alors soit pour le recensement de la population, ça va être l'année du dernier recensement, donc ce sera dans cette facette, donc à gauche dans le catalogue, il y a une facette millésime et ce sera l'année de référence des données et c'est là qu'on peut filtrer sur la période temporelle pour avoir les datasets qui correspondent à ça. Après, si vous voulez, par exemple, aller dans un jeu de données type les comptes nationaux annuels où c'est des séries longues, dans l'explorateur, vous pouvez filtrer sur une année en particulier. Il y a aussi ce mode de filtre. D'accord. Ok, parfait. Sinon, une troisième question. Est-ce qu'il y a des façons où les exports, c'est possible de les faire au format cartographique? Par exemple, les shapes, les GPackage. Est-ce que c'est prévu de faire ça? Alors, pour le coup, non. Ça, on pourrait l'imaginer un jour, mais il faudrait qu'on ait déjà, nous, en interne, cette offre-là. C'est-à-dire que le catalogue de données s'appuie sur des référentiels de métadonnées en interne à l'INSEE, dont on a notamment un référentiel géographique, mais qui ne nous met pas forcément aujourd'hui à disposition des fichiers dans ces formats-là. Mais si un jour il le fait, nous, on pourrait rediffuser dans le catalogue, oui. Ça pourrait s'imaginer, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. D'accord. Et ensuite, c'est par rapport à la API, si j'ai bien compris. À terme, est-il prévu des URL stables permettant de télécharger plus facilement les dernières millésimes des jeux de données dans nos outils Python? Alors, ce qu'on voudrait, alors je sais pas, je suis pas sûr de comprendre la question parce qu'il y a deux manières peut-être de la comprendre. La première, c'est qu'en fait le millésime, normalement les datasets, ils sont soit c'est des datasets de série chronologique et auquel cas, quand on les interroge dans la requête, il faut faire le filtre année égale celle qu'on veut. Soit c'est des datasets qui sont directement millésimés, et donc il faut prendre le dernier dataset disponible et faire la requête dedans. Voilà. Après, ce qu'on prévoit de faire, alors l'autre manière peut-être de comprendre la question, je ne sais pas, ce qu'on prévoit de faire, c'est on prévoit de faire un package en R pour accéder à l'API sans avoir de connaissance d'API, quoi. C'est-à-dire, pour des statisticiens, on fait un package et le package, il appelle des fonctions de requêtage des datasets. Et on pourrait essayer de le faire aussi en Python,
On a plus de compétences en R globalement à l'INSEE que Python, mais ce serait bien de le faire dans les deux packages. Dans les deux langages, je veux dire. Pardon. D'accord. D'accord. Et sinon, peut-être une dernière, parce qu'on a pas mal de questions et je ne sais pas si on est dans le bon timing. Y aura-t-il un lien avec la cartographie INSEE? Alors, je pense que oui. C'est une très bonne Oui. question. On est en train on y réfléchit. Hein. Je pense que voilà, on voit bien que dans les données locales, on pourrait avoir un onglet dans le catalogue qui affiche une carte et voilà. Et donc c'est des choses. Il y a des travaux à l'INSEE sur la cartographie fine en ce moment, qui sont pas forcément encore reliés à Mélodie, mais je pense qu'à terme, il faudrait qu'on fasse ce lien. Oui. On devrait pouvoir aller vers ce genre de choses. Oui. Je pense que c'est bon. Après, malheureusement, il restait d'autres questions, il me semble, à répondre. Mais sachez que on va regrouper toutes les questions et on va les répondre, on va les télécharger. Ensuite, ils vont être répondus soit par Nicolas, soit par Éric Mauvière. Et après, ces documents avec la totalité des questions et les réponses seront téléchargés prochainement, d'ici à une semaine, sur le site des Data Land Test. Donc voilà. Voilà, merci pour les questions et les réponses. Merci. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On verra à la fin du webinaire si on pourra y répondre. Sinon, ça sera par écrit. Donc maintenant, nous allons passer à la question du format, des nouveaux formats pointe-leur-nez. Et on entend parler du format parquet et d'autres formats. Donc la question, c'est qu'est-ce que sont ces formats, qu'est-ce qu'ils apportent et comment concrètement on peut les utiliser. Et donc c'est Éric Mauvière qui va nous présenter cela. Entendu, merci Éric Tudy. Vous voyez bien mon écran? Je suppose que oui, sinon je serai alerté. Oui, ça se voit bien. Parfait, Éric. Parfait, donc je vais vous parler en 4 points du format parquet, dont GeoParquet aussi. Et il y aura au milieu une petite démo live. Donc ce format, là, le mois dernier, il a été par exemple mis en avant, c'est assez inhabituel, par un service statistique ministériel de l'Intérieur qui pointe une expérimentation au format parquet de diffusion des données de la délinquance enregistrée. Donc elles sont diffusées au format CSV, elles le seront toujours, mais en complément, le format parquet pour un fichier de plus de 3 millions de lignes, donc là on est dans de la diffusion un peu plus volumineuse, vous voyez, nous permet de réduire les volumes d'un facteur 40, on passe de 400 mégas à 11 mégas en parquet. Donc on voit déjà tout de suite l'intérêt de ce format. Alors l'INSEE avait déjà avait déjà promu ce format en 2023 avec un coup d'éclat de base de plus de 20 millions de lignes, fichier détail du recensement, chacune faisant 500 mégas au format parquet. Je l'évoque parce que cette sortie est accompagnée d'un joli guide d'utilisation avec des exemples concrets en R et en Python. Et je reviendrai tout à l'heure. L'INSEE était assez, je crois, satisfait de cette première expérience de diffusion au format parquet. Et lors d'une conférence au sein des statisticiens européens, la fin 2023, c'était en anglais, hein, c'est ma seule diapo en anglais, mais Romain Le Sur a insisté sur l'intérêt de ce format, a précisé que l'INSEE, c'est quand même un fait majeur, l'utilise désormais en interne en remplacement du traditionnel format SAS, que j'ai connu dans ma jeunesse, parce que je suis statisticien INSEE d'origine. Et Romain Le Sur terminait son exposé en novembre 2023 sur cette question assez frappante, est-ce que c'est le futur de l'open data? On voit qu'il s'agit là d'un sujet prospectif qui agite beaucoup les statisticiens et les usagers de données. Donc, je rentre dans mon premier grand chapitre en faisant le comparatif parquet et les formats actuels de données, d'abord les fichiers plats. Donc, j'en cite quelques-uns, il y en a bien d'autres, hein, à la fois des formats de fichiers purement statistiques et d'autres qui sont davantage géographiques. Donc, ces formats ont des avantages, bien évidemment, qui sont connus. Là, j'ai mis un petit extrait de fichier CSV.
Bon, ils sont faciles à produire, ils sont faciles à lire, grosso modo, avec des logiciels courants. Ce sont des standards pour la plupart, et parmi eux, bon, CSV par exemple, et d'autres sont recommandés, notamment par le référentiel d'interopérabilité. Et puis, XML ou JSON, par exemple, peuvent gérer des structures de données complexes, des listes insérées dans des listes, etc. Donc, beaucoup de souplesse. Alors, les inconvénients, on les connaît. Les formats, si on pense à CSV, sont fragiles, parfois. Les encodages variables, UTF-8 ou pas, des délimiteurs qui varient d'un pays à l'autre et même au sein d'un même pays. Les métadonnées sont généralement pauvres. En CSV, on n'a pas d'infos sur les colonnes en dehors de leur dénomination. C'est aussi souvent verbeux, enfin en tout cas avec XML ou JSON, des répétitions de noms de variables ou des balises. Et puis surtout, dès que les volumes de données deviennent importants, beaucoup de lignes et ou beaucoup de colonnes, eh bien ça patine assez vite. Alors évidemment, les bases de données nous offrent plus de puissance, avec, au-delà de la possibilité de gérer de gros volumes de données, des métadonnées riches, des colonnes typées, des statistiques. Avec une base de données, on peut lire et écrire, et on peut être plusieurs à le faire. Et avec l'indexation, eh bien, on peut aller directement aux endroits des tables pertinents pour la requête qu'on est en train de construire. Ça, ce sont les avantages des bases de données. Les inconvénients qu'il faut quand même rappeler, c'est que monter un serveur de base de données, ça n'est pas facile, le maintenir non plus. Qui dit serveur dit client-serveur et donc des protocoles de transfert qui parfois sont lourds et lents. Et puis surtout, les bases de données présentent des formats qui généralement sont intimement liés à l'outil de requêtage. Il n'y a pas d'indépendance entre le format et l'outil pour manier les données. Donc Parquet, évidemment, en tout cas les concepteurs de Parquet ont fait ce constat très tôt et ont tenté de réunir le meilleur des deux mondes. Donc, le format Parquet, c'est un format de fichier plat. Il est totalement indépendant de tout outil de lecture. On peut le mettre où on veut, dans un téléphone, sur un serveur, sur son ordinateur personnel. Ensuite, comme dans les bases de données, les colonnes sont typées. Donc, ça facilite les calculs, de savoir qu'on a affaire à une date, à un nombre ou à une colonne qualitative, ou même à une colonne géométrique. C'est un format orienté colonne, c'est-à-dire qu'il sépare clairement les colonnes à l'intérieur du fichier. Et donc ça, c'est très utile quand on veut, dans une requête, n'utiliser que certaines colonnes. On va gagner énormément de temps. C'est un format ouvert, donc dans le cadre de la Fondation Apache, totalement indépendant de quelques acteurs que ce soit, privés ou publics. Il est déjà reconnu ou en voie de l'être à l'OGC, donc qui est l'organisme de normalisation géospatiale, avec comme objectif qu'il devienne un standard d'encodage des données géovectorielles en ligne, ce qui n'est pas rien. Et enfin, Parquet est un format riche, auto-documenté, qui est truffé de statistiques à plein d'endroits du fichier sur les différentes colonnes. Et à l'intérieur des colonnes, on a des subdivisions en pages, j'y reviendrai après. Bon, j'ai démarré en parlant du fait que, évoqué Parquet depuis relativement peu de temps, mais en réalité, c'est un format qui a plus de 10 ans. Il a d'ailleurs été co-créé par un Français, que je salue, Julien Ledem, qui était chez Twitter à l'époque. Et très vite, l'ensemble des grands acteurs des réseaux sociaux s'en sont emparés, en particulier parce que Parquet a pour vertu d'accélérer les requêtes, bien sûr, donc pour le big data c'est important, mais aussi est capable de gérer des structures de données complexes, très imbriquées, comme celles que les réseaux sociaux, évidemment, embarquent, des structures hiérarchiques très relationnelles. Donc c'était dans le monde du big data pendant 10 ans, jusqu'à ce que DuckDB, un super petit outil, le fasse émerger sous la lumière du grand public, typiquement à partir de 2022. Et puis en France, évidemment, le fait que l'INSEE l'utilise en interne et le promeuve en externe
a beaucoup d'importance, l'INSEE entraînant dans son sillage d'autres services de la stat publique. Alors, je vais vous présenter deux démos rapidement, avec des données parquet et géoparquet, donc personnalisées pour la région Grand Est quand même. Je commence avec des données sur la délinquance en tirant parti d'un fichier national des actes de délinquance. Donc pour toutes les communes de France, il y a plus de 3 millions de lignes, ça fait 11 mégas en parquet, beaucoup plus en CSV. Et ce format, on va voir comment on peut l'interroger. Alors je vais utiliser deux outils libres et relativement légers pour ce faire, Dbeaver qui est un éditeur SQL et DuckDB que j'ai déjà évoqué, pour construire des requêtes SQL. Donc je bascule vers Dbeaver dans lequel j'ai préparé deux requêtes. Je vais juste détailler les groupes, je ne vous demande pas de lire mot à mot les différentes lignes. Dans mon premier bloc, je crée une vue, c'est-à-dire un alias vers la base nationale, donc qui fait 11 mégas au format parquet. Donc c'est une vue vers un fichier HTTP en ligne. J'exécute ces requêtes en temps réel. Donc là, j'ai interrogé les 10 premières lignes d'un fichier de 11 mégas. C'est instantané du point de vue du résultat. Et ça nous permet de voir le contenu du fichier. Donc on démarre avec une commune dans l'Ain. C'est bien national, il y a les années, il y a des classes, c'est-à-dire des types de délits ou de crimes. Et puis il y a des faits qu'il faut nous intéresser si on veut regrouper. Par exemple, alors à l'échelle de Metz Métropole, que je définis par une liste de communes tirée d'une liste de communes de France, qui est aussi une table de passage. Donc je filtre ma liste de communes de France. C'est un autre fichier parquet, un peu plus petit, 2 mégas je crois, avec le code EPCI de la métropole de Metz. Donc je définis la vue, on vérifie rapidement qu'on a bien dans 46 communes, je crois, c'est bien la métropole de Metz. Et je peux lancer ma dernière requête qui va, grâce à une jointure, agréger tous les faits de délinquance sur la métropole de Metz, les regrouper selon les 6 principales classes et par année. On a une jolie série où avec tout cela est quasi instantané. Je suis sous la seconde, bien que j'interroge plus de potentiellement 15 mégas de données en ligne. Alors, je reviens à mon diaporama juste pour faire un petit récap de ce que je viens de faire. Donc, la requête, on ne la relit pas. Un petit graphique ici pour simplement illustrer ce que j'ai produit. On voit qu'à Metz, métropole, ce qui a cru ces 6 dernières années, ce sont, en rouge par exemple, coups et blessures volontaires, intrafamiliaux ou non. Deuxième exemple, avant de passer à mon deuxième exemple, j'insiste sur le fait que si mes fichiers faisaient plus de 10 mégas, je n'ai en réalité chargé, c'est pour ça que c'est très rapide, que 2 mégas de données par le réseau, grâce aux métadonnées inclus dans le format parquet, qui vont diriger le moteur de requête vers les endroits du fichier qui sont pertinents, donc ceux qui parlent par exemple de la métropole de Metz, et qui renseignent les seules colonnes dont j'avais besoin pour ma requête. Et on a donc un temps d'exécution là sous la seconde. Deuxième exemple, qui sera plus géographique, et avec des fichiers bien plus volumineux. Je vais produire un extrait sirène. L'idée, c'est de cibler ce qui se passe autour de la place Kléber à Strasbourg. Donc, je vais évidemment réduire mon champ géographique de façon massive. Donc, je lis un fichier sirène géolocalisé de presque 1 giga de données, qui est un fichier parquet en ligne. Et je vais m'appuyer sur le filaire de voix de la métropole de Strasbourg, qui fait 85 mégas, que j'ai réduit au format parquet. Vous voyez que la réduction est là encore spectaculaire. GeoParquet, c'est du parquet, mais avec une information géographique dedans. Ça me fait plus que 5 mégas en ligne. Donc, je reviens vers Dbeaver, qui est là. Je passe à mon deuxième onglet. Donc, je vais activer une extension spatiale. Je crée une vue vers mon sirène national. 1 giga de données, donc c'est juste une vue pour le moment. Je n'ai pas chargé de données.
ensuite, je vais créer une vue. Alors, je pourrais afficher, je vais le faire ici, un extrait de ce fichier Sirène, donc il fait 1 giga, mais je peux lire 10 lignes de ce fichier sans avoir évidemment à tout télécharger. Donc c'est du Sirène, des codes Sirène, code activité, etc., des adresses. Il y a aussi une géométrie dedans. Ça, c'est ma première table. Une deuxième vue sera vers le filaire de voie de Strasbourg et je vais pouvoir, à partir de là, cibler la place Kléber. C'est mon deuxième bloc ici, avec une instruction de filtrage sur la place, et définir un buffer. J'utilise là des fonctions purement SIG, en reprojetant, pour passer en référentiel métrique. Mon buffer, si j'essaye de le voir à l'écran, les dbeaver me permettent normalement de le faire, ce qui est fort intéressant. Je dois juste faire une petite manip pour lui indiquer qu'on a. Et vous voyez qu'à droite, là, on devine derrière la place Kléber, donc un tampon de 50 mètres qui l'élargit. Ayant mon buffer et mon Sirène national, je peux joindre les deux par une requête spatiale d'inclusion que je lance. Vous voyez que là encore, elle est très rapide, bien que je lise potentiellement 1 giga de données. On va voir le résultat final de la même manière. Je fais une petite manip qui va me permettre de préciser que j'ai bien des données géométriques. Et je vais sélectionner tout le jeu résultant de ma requête. C'est 400 points à peu près, je peux même les voir en grand écran. Donc j'ai ici tous les établissements proches de la place Kléber à Strasbourg. Bon, il y en a plusieurs à la même adresse. C'est pour ça qu'on ne voit pas 400 points exactement. Je reviens à mon diaporama. Donc pour résumer, on a dans cette deuxième requête, démo, pu lire 12 mégas seulement d'un fichier de 1 giga avec 1 seconde de temps d'exécution. Donc pour essayer de comprendre quelle est la magie à l'œuvre qui nous permet d'avoir des temps d'exécution aussi rapides, je vais rentrer dans le détail du format Parquet et notamment de sa caractéristique principale qui est son orientation colonne. On voit ici à l'écran une table logique avec 3 colonnes, avec peut-être des types différents, colonnes ABC. Donc, classiquement, un format de base de données va décrire physiquement cette information sous forme de lignes mises bout à bout. Donc ça, c'est pratique quand on veut insérer de nouveaux enregistrements. On a juste à rajouter à la fin du fichier les nouvelles lignes. Le stockage en colonne, lui, met des bouts de colonne bout à bout. C'est donc une organisation très différente. Elle a bien d'autres avantages. Comme on a des bouts d'informations cohérentes, chaque bloc se compresse très bien. On a des suites de nombres, des suites de dates, des suites de codes, caractères. Donc l'encodage et la compression est évidente et bien facilitée. Et puis surtout, quand une requête ne fait intervenir que 3 ou 4 colonnes parmi 50, on peut aller directement, grâce aux métadonnées du fichier, extraire les seuls éléments d'information dont on a besoin, donc économie de bande passante et gain de rapidité plus. Donc, le format Parquet distingue des colonnes et ensuite organise l'info par groupe de lignes. Alors, des groupes de lignes, c'est souvent des groupes d'1 million de lignes, c'est des gros groupes. C'est pour ça que ça s'appelle Parquet, parce que le schéma fait penser à des lattes. Donc on a des regroupes, des column checks en anglais, puis vous voyez en bas à quoi peuvent ressembler, selon qu'on a des textes, des entiers, des flottants, voire des infos géométriques. À quoi ressemblent ces bouts de colonnes qui sont stockés dans un fichier Parquet. Ces bouts de colonnes peuvent être subdivisés en pages et on a des métadonnées pour les groupes de lignes et pour les pages. C'est-à-dire que le fichier est truffé de métadonnées qui vont aiguiller les moteurs de requête vers les bons endroits du fichier et donc leur permettre d'extraire uniquement les plages de bytes qui sont nécessaires et utiles pour une requête. Donc, lire et écrire, manier du format Parquet, c'est facile aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec DuckDB qui lit le format Parquet, je vous l'ai montré, mais qui aussi le génère avec Copy2. Vous pouvez le faire en R, vous pouvez le faire en Python et d'ailleurs avec bien d'autres langages.
Et pour les curieux de R et Python, je n'ai pas le temps ici de développer, mais je vous renvoie au tutoriel de l'INSEE que j'évoquais au début sur les bases du recensement mises en ligne en 2023, qui est nourri d'exemples très précis et faciles à comprendre. Donc les plus de parquet, je les rappelle, et puis je développe un petit peu. C'est un format compressé. Cette compression ne ralentit pas la lecture, c'est-à-dire que la décompression est ultra rapide. Il décrit des types qui peuvent être complexes, donc des vecteurs, des listes, des maps, je rentre plus dans du jargon technique, mais des structures imbriquées hiérarchiques qui peuvent décrire des documents. Et donc ça s'adapte très bien à une géométrie spatiale qui est souvent en elle-même imbriquée, que l'on pense à des multipolygones, des multilignes, ou à des collections de topologies différentes. Il est conçu aussi, donc au-delà de la compression, dans la façon dont les données sont encodées pour qu'elles se chargent en mémoire quasiment sans transformation. Donc en cela, ça rappelle ce que le projet Arrow est en train de construire. D'ailleurs, ce sont plus ou moins les mêmes personnes qui sont, ce n'est pas un hasard évidemment, derrière Parquet et derrière Arrow. Et puis Parquet, mais on peut le lire et l'écrire, surtout le lire, ce qui nous intéresse, avec des outils très légers, open source, comme DuckDB. On peut même dans le navigateur interroger des bases en ligne. C'est évidemment très ludique et c'est de nature à faire rentrer dans le jeu d'open data et de l'interrogation des données bien plus de monde que les seuls spécialistes. Je termine avec les conséquences de tout ça, parce que Parquet bouscule en effet, c'est le canard dans le jeu de quilles, pour faire le lien avec DuckDB, concurrence les formats existants, et beaucoup ne l'ont pas vu venir, ils sont un peu désorientés, mais heureusement l'INSEE a pris le pli rapidement. Donc les classiques Géo, JSON, CSV, ce ne sont plus les seuls standards. Le Parquet séduit parce qu'il est compact, il est ultra maniable, il est très rapide à lire. J'avais écrit moi-même un article fin 2022 au titre un peu provocateur sur le fait que Parquet, à terme, remplacerait sans doute CSV. En tout cas, pour le moment, il le complète très bien. Il permet de se passer d'une base de données, quand même quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, qui requiert une machinerie lourde. Et puis, il est déjà en œuvre dans la communauté géomatique QGIS, logiciel probablement le plus utilisé, en croissance forte encore de nos jours, le supporte en lecture et en écriture, et contribue à l'accélération de son adoption. Il lui manque juste d'être lu dans Excel ou dans Sheets. Je pense que Microsoft ne voit pas d'un bon œil encore la concurrence de Parquet par rapport au format Excel, mais je suis bien certain que l'intégration dans les tableurs ne va pas tarder. Et enfin, Parquet concurrence le principe même des API, alors pas de toutes les API, mais on voit bien que dès lors qu'on peut interroger directement un fichier en ligne, pourquoi s'embêter à passer des mois à développer une API avec des mécanismes de quota, de compte utilisateur, alors qu'il suffit de mettre un fichier en ligne et de laisser les gens, grâce à leur navigateur et à SQL, qui est un langage parmi les plus connus, qui est une API universelle, et elle est bien plus simple de simplement déposer un fichier que de développer des API, souvent d'ailleurs à la syntaxe variable, d'un projet à un autre. Là, je mets un lien vers un article en anglais qui est particulièrement intéressant. Donc, Parquet, c'est une formule économique pour des bases moyennes, voire grosses aussi, mais on peut penser aux nomenclatures. Très amicale, donc pour les gestionnaires, évidemment pour les usagers. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? J'en termine là pour rester dans les temps, avec une petite séquence pub. Et vous trouverez également, dans le diaporama que vous pourrez récupérer, toute une bibliographie avec des articles en français et en anglais pour certains, aussi des ressources utilitaires pour jouer avec ce format Parquet et GeoParquet. J'en termine là et je suis disponible pour vos questions.
Merci beaucoup, Eric. Effectivement, on ne peut que tomber sous le charme du format Parquet. Voilà, donc à voir à usage. Et puis, on va passer aux questions. Oui, parfait. Donc, on commence à cette première question qui a été posée par quelqu'un qui dit: est-il prévu le développement d'outils d'interrogation pour les chargés d'études qui ne maîtrisent pas du SQL? Est-ce qu'il est prévu? Il existe en effet pas mal d'outils. Alors, vous avez des outils de type exécutable, hein, comme TAD, TAD Viewer, vous pouvez taper dans Google, qui permettent d'ouvrir un fichier Parquet, de le filtrer, de faire même des tableaux croisés dynamiques, d'exporter le résultat. Donc ça, sans la moindre ligne de code. Mhm. C'est déjà sympa. Il y a même des tableurs en ligne, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, qui similaire à Google Sheets, mais avec toute la puissance de Parquet, qui permet de faire tout ce qu'on peut faire avec un tableur sur ces fichiers-là. Il y a des explorateurs, d'ailleurs, dans le sillage de l'INSEE, là, le point des statisticiens de la stat publique propose des explorateurs. Sinon, pour les habitués de R et de Python, il y a des packages. Package DuckDB dans R, ou Arrow, PyArrow, ou Polars dans Python, et dans bien d'autres langages. Et là, dans ce cadre-là, vous pouvez programmer, donc dans R avec dplyr, comme d'habitude, ou dans Python avec Polars sans faire de SQL. Donc le SQL n'est pas obligatoire. Bon, sous le capot, ces langages traduisent en fait pour vous en SQL ce que vous pouvez définir dans d'autres langages. D'accord. Donc, on passe à la suite. Je pense qu'on a déjà répondu à ces questions, mais si jamais, est-il possible de manipuler des données au format Parquet uniquement à l'aide de R ou de Python? Oui, voilà, c'est ce que je viens de... C'est ça, mais oui, c'est ça, voilà. Mais c'est uniquement à l'aide de ces deux outils. Tout à l'heure, il me semble que... Ah, il y en a d'autres, il y a Julia, il y a Voilà. Node.js, JavaScript avec Observable. Ouais, voilà. En fait, pour lire, et souvent ça s'appuie sur DuckDB, qui est un petit moteur de base de données qui fait 20 mégas, qui est embarquable dans plein d'environnements et de langages, ce qui donne à Parquet sa grande ubiquité. Évidemment, il y a tout le monde du big data aussi, Spark, Hadoop, BigQuery. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Oui, oui, parfait. Et on a une autre question. Sur les principes, un dataset au format Parquet est donc indexé. Est-ce que c'est une mini base de données au format fichier? Oui, alors un fichier Parquet, lui, c'est un jeu de données. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut aussi construire, en tout cas, exprimer un jeu de données au format Parquet, mais sous forme d'une collection de fichiers Parquet. On parle d'une partition, qui a une très grosse, un très gros jeu de données de plusieurs millions de lignes, même de plusieurs centaines de millions de lignes. On peut le diviser par année, par région, par exemple, ou les deux, et donc le décrire sous forme d'une collection de fichiers Parquet. Et les moteurs de requête vont le traiter comme s'il s'agissait d'un seul fichier Parquet. Mais un fichier Parquet ou une collection correspond à un jeu de données. Une base de données, c'est typiquement plusieurs jeux de données, donc ça vient en complément. Donc je vois qu'il y a une question aussi sur les liens avec Postgre. On peut manipuler les uns et les autres en complément, en parallèle. DuckDB en particulier permet de lire de façon quasiment transparente aussi bien ce qu'une base Postgre ou d'autres contiennent que ce qu'un fichier Parquet a à proposer, ou un CSV ou un JSON. On va vers un découplage plus largement entre les moteurs de requête et les données qui peuvent être encodées dans n'importe quel format, ce qui nous permet de sortir de cette espèce de prison qu'on connaît bien dans le monde des bases de données. On est dans une base Oracle, on est dans une base Postgre, on doit utiliser les moteurs qui vont avec. Ce vers quoi on va, et les data scientists y sont habitués avec R ou Python, c'est votre moteur d'interrogation favori d'une part, et puis des formats que vous interrogez à distance, optimisés pour être lus rapidement, optimisés pour le cloud aussi. On peut les mettre sur S3, sur Amazon, et donc les rendre partageables, et pour leur gestionnaire, les déposer très facilement sans gérer des grosses bases de données. Parfait. On a le temps encore pour une question de plus, vous pensez?
Allez, une dernière question. Toute dernière, On va oui. conclure. Et alors, DACDB permet de produire du format Parquet à partir des CSV des données et des métadonnées. Et existe-t-il un tuto sur DACDB pour cela? Oui, donc alors DuckDB permet de générer du parquet, et bien d'autres outils aussi le permettent, dans R ou dans Python. Des tutos, alors il y a un site duckdb.org qui est très bien fait, avec beaucoup d'exemples. Moi-même, sur le blog isem7.fr, j'ai fait toute une série d'articles sur DuckDB en usage purement stat ou en usage géospatial, avec des exemples concrets. Donc allez voir isem7.fr. Vous verrez ces usages-là. Et dans la bibliographie que j'ai rapidement évoquée, il y a aussi d'autres tutos faits par l'INSEE ou par d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et qui va vous rendre d'énormes services par son côté amical et par sa rapidité d'usage qui vous permet de démultiplier les explorations, de faire des jointures, j'ai essayé de le montrer aussi, extrêmement facilement entre fichiers qui peuvent être ici ou là. J'ai joint une nomenclature. Vous l'avez vu, le filaire de circulation de Strasbourg Métropole avec sirène de l'INSEE. Donc la même requête fait intervenir des sources totalement différentes, sans la moindre difficulté. Eh bien, merci beaucoup, Éric Mauvière, pour cette présentation et ces réponses aux questions. Donc, voilà, pour conclure, un grand merci aux intervenants pour la qualité de leur présentation, Nicolas Sagne et Éric Mauvière. Donc, inscrivez-vous sur la newsletter Data Grand Est qui vous permettra de voir les prochains événements auxquels on vous invite à participer. Et pour conclure, j'ai rappelé les prochains webinaires, je vais vous rappeler les prochaines journées d'animation. Donc, les prochaines journées d'animation, c'est le 28 mars, on aura une journée juridique sur les données à Nancy, et le 30 mai, donc une journée d'animation Data Grand Est, les données des énergies renouvelables, à Besançon. Encore merci à tous pour votre participation et à bientôt donc sur les événements Data Grand Est. Merci encore, bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée à tous.